Ce n'est pas une information de dernière minute. Ce n'est pas un scandale. Ce n'est pas l'histoire d'un homme pris la main dans le sac. C'est quelque chose de plus silencieux que ça. Plus dangereux aussi. À un moment précis, aujourd'hui, une ligne invisible a été franchie. Pas dans la rue, pas dans une élection, à l'intérieur même du mécanisme censé arrêter tout le reste quand tout déraille. Ce qui s'est produit n'a pas encore de nom officiel, mais ses effets sont déjà là. Un doute qui s'installe là où il n'avait pas le droit d'exister. Parce que ce système ne fonctionne qu'à une seule condition, que vous y croyez. Si cette croyance cède, même légèrement, tout le reste devient optionnel. Les règles, les décisions, l'autorité. Restez avec moi. Activez les notifications. Pas parce que c'est choquant, mais parce que si vous détournez le regard maintenant, vous manquerez le moment exact où quelque chose d'irréversible commence. Et pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut regarder non pas qui a fauté, mais ce qui contrôle réellement le système aujourd'hui. On nous apprend à regarder le système comme une série de visages, des robes, des votes, des majorités étroites. Mais ce n'est pas là que se trouve le pouvoir réel. Le système ne tient pas par des personnes, il tient par des hypothèses. L'hypothèse que certaines décisions ne peuvent pas être achetées, que certains espaces sont hermétiques au marché, que tout n'est pas négociable. Ce qui contrôle réellement ce système aujourd'hui, ce n'est pas l'idéologie, ce n'est même pas la loi écrite, c'est la confiance procédurale. La croyance que derrière les portes closes, les règles continuent de s'appliquer, même quand personne ne regarde, surtout quand personne ne regarde. Le moment où cette croyance est fissurée, le système ne s'effondre pas immédiatement. Il continue. Il fonctionne encore, mais autrement, plus lentement, plus cyniquement, plus vulnérable à ceux qui savent exploiter les angles morts. Et c'est là que le danger commence vraiment. Parce que ce type de changement ne fait pas de bruit. Il s'installe, il s'habitue, et quand on le remarque enfin, il est déjà devenu la norme. Il y a eu un avant. Et puis, il y a eu maintenant, avant, certaines choses n'étaient même pas envisagées, pas parce qu'elles étaient impossibles, mais parce qu'elles étaient impensables. L'idée qu'une décision finale puisse être influencée de l'extérieur appartenait à la fiction, au film, au régime lointain. Pas assez ici. Maintenant, le cadre a glissé, très lentement, presque épauliment. Les garde-fous n'ont pas disparu. Ils ont été contournés, dilutés, redéfinis comme des zones grises. Ce changement n'a pas provoqué d'alarme. Pas de sirène, pas de vote dramatique. Parce que les transformations les plus dangereuses sont celles qui ressemblent à des ajustements techniques, des exceptions temporaires, des procédures spéciales justifiées par le contexte. Et pendant qu'on débattait de personnalité, pendant que l'attention se dispersait, le centre de gravité du système se déplaçait. Pas vers le chaos, vers quelque chose de plus stable, plus froid, plus exploitable. Et c'est précisément à ce moment-là qu'un choc devient inévitable. Pas comme une cause, comme une conséquence. Le choc arrive toujours comme une preuve. Quelque chose de concret, de daté, de traçable. Cette fois, ce n'est pas une rumeur. Ce n'est pas une source anonyme. Ce n'est pas un soupçon qui flotte. C'est un enregistrement capturé légalement, par accident, un appel qui n'aurait jamais dû exister, recallé parce que quelqu'un d'autre était déjà sous écoute. Un détail technique, une collision bureaucratique. C'est là que le système se trahit. Parce que normalement, ce genre de choses disparaît, classé, minimisé, enterré pour protéger l'institution. Mais cette fois, ce n'était pas possible. Selon les éléments transmis aux responsables politiques, ce qui a été entendu était trop précis, trop transactionnel, trop explicite pour être effacé sans conséquence pénale. Alors le mécanisme d'urgence s'est enclenché. Pas pour exposer, pour se protéger lui-même. Si vous voulez comprendre ce qui est réellement en jeu, restez attentifs. Abonnez-vous maintenant. Parce que cet enregistrement n'est pas l'histoire. Il est le symptôme. Et ce qu'il révèle sur la manière dont les décisions peuvent être monnayées ne fait que commencer. Voilà comment le système fonctionne réellement, pas en théorie, en pratique. Il ne s'agit pas d'échanges visibles, pas d'enveloppe, pas de valise, pas de traces directes,
Tout passe par des structures intermédiaires. Des mots codés, des délais, des entités qui n'ont l'air de rien. Ce que l'on achète, ce n'est pas une décision. C'est le timing, l'ordre des priorités. Le moment où un dossier avance ou n'avance pas, ceux qui en bénéficient le savent. Ils peuvent absorber les coûts, attendre, négocier dans le temps long. Ceux qui paient le prix, eux, n'ont pas ce luxe. Ils subissent l'attente, l'incertitude, les effets différés d'un système qui ne tranche plus équitablement. Et plus ce mécanisme reste invisible, plus il devient efficace, parce qu'il ne ressemble pas à de la corruption. Il ressemble à de la procédure, à de la normalité administrative. C'est ainsi que le dommage est distribué, silencieusement, inégalement. Et quand ce fonctionnement interne est exposé, le système ne se corrige pas immédiatement. Il accélère. Tout s'accélère. Les décisions sont suspendues. Les réunions se multiplient. Les téléphones ne cessent de vibrer. Personne n'attend une conclusion. Tout le monde anticipe un effondrement partiel. Les signaux se contredisent. Les démentis arrivent trop vite. Les explications changent d'une heure à l'autre. Plus le rythme augmente, moins la clarté suit, parce que le système n'a pas été conçu pour gérer le doute en temps réel. Il fonctionne sur des délais, des procédures lentes, une autorité supposée stable. Maintenant, chaque geste est interprété. Chaque silence devient suspect. Chaque mot est disséqué. Et pendant que l'attention se concentre sur la crise visible, une autre dynamique s'installe. Des décisions non prises, des règles non appliquées, des précédents gelés. C'est une crise par absence, pas vide, par suspension. Et c'est précisément dans ce vide que le coût réel commence à se propager. À ce stade, ce n'est plus abstrait, ce n'est plus institutionnel, c'est personnel. Parce que ce système, quand il ralentit, ne ralentit pas pour tout le monde de la même façon. Pour vous, cela ressemble à de l'attente, à une règle qui change sans explication, à une décision qui n'arrive jamais au moment où elle devrait. Vous le ressentez sans toujours pouvoir le nommer. Dans un droit qui n'est plus clair, dans une protection qui devient conditionnelle, dans une incertitude qui s'installe là où il y avait une ligne nette. Et le plus déstabilisant, c'est que personne ne vous dira officiellement que quelque chose ne fonctionne plus. On vous demandera de patienter, de faire confiance, d'accepter que le processus suit son cours. Si vous êtes encore là, si vous regardez toujours, c'est parce que vous sentez que ce moment compte. Partagez ceci, pas pour convaincre, mais pour que ce moment ne se referme pas dans le silence, parce que ce qui arrive ensuite ne s'arrête pas aux frontières. Et quand cela se diffuse, il n'y a plus de retour simple en arrière. Ce type de crise ne reste jamais confiné. Elle voyage, pas par les discours, par les conséquences. Les systèmes juridiques se regardent entre eux. Ils s'imitent, ils se testent. Quand l'autorité d'un arbitre central vacille, les autres institutions ajustent immédiatement leur comportement. Elles ralentissent, elles conditionnent, elles se couvrent. À l'étranger, ce signal est interprété sans émotion, comme une donnée stratégique. Si les décisions peuvent être contestées, si leur légitimité est négociable, alors les accords deviennent fragiles, les engagements réversibles. Les règles optionnelles, ce n'est pas une rupture brutale. C'est une reconfiguration, les marchés l'intègrent, les gouvernements aussi. Et chacun commence à prévoir un scénario où l'arbitrage final n'est plus fiable. Ce moment marque un basculement subtil. Ce n'est plus une crise interne, c'est une variable mondiale. Et la question qui se pose maintenant n'est plus « que s'est-il passé ?» mais « que va-t-il se passer ensuite quand le système devra choisir une direction ?» À partir d'ici, le système n'a que 3 trajectoires possibles. Aucune n'est indolore, aucune n'est immédiate. La première est l'ajustement. On colmate. On réforme à la marge. On restaure juste assez de confiance pour continuer. Le système survit, mais plus étroit. Plus surveillé, moins sacralisé. La deuxième est l'érosion. Rien ne casse officiellement. Mais chaque décision pèse moins. Chaque précédent est contesté. L'obéissance devient conditionnelle. La règle existe encore, mais elle négocie. Et puis, il y a la rupture. Pas une explosion, un
décrochage, un moment où une décision majeure n'est plus suivie, où l'autorité est ignorée sans conséquence immédiate et où ce précédent devient contagieux. Le système ne disparaît pas, il est contourné. Le plus troublant, c'est que ces trois scénarios peuvent coexister à des vitesses différentes, dans des zones différentes, et personne aujourd'hui ne peut dire lequel l'emportera. Parce que la décision finale n'appartient plus seulement aux institutions. Il n'y aura pas de moment cathartique, pas de résolution nette, pas de retour au calme. Ce type de crise ne se termine pas. Il s'installe. Ce que vous avez vu ici n'est pas un événement, c'est un seuil. Une fois franchi, le système continue d'exister, mais il fonctionne sur autre chose que la certitude, sur le doute, sur l'anticipation, sur la peur d'être le prochain. On vous dira que les procédures ont été respectées, que les garde-fous tiennent encore, que rien d'essentiel n'a changé. Mais la vraie question n'est pas là. La question est de savoir combien de décisions peuvent encore être acceptées avant que l'obéissance elle-même ne devienne facultative. Restez attentifs, pas parce que tout va s'effondrer demain, mais parce que c'est dans ces moments-là que les systèmes révèlent ce qu'ils sont vraiment. Ce qui vient ensuite ne ressemblera pas à une crise, ça ressemblera à une normalité différente. Et si vous voulez comprendre cette normalité, avant qu'elle ne s'impose, ce travail continue. Le prochain épisode ne vous dira pas quoi penser. Il vous montrera ce qui est déjà en mouvement. Ne partez pas maintenant.